Le trouble de la personnalité borderline se manifeste par des états émotionnels incontrôlables dans lesquels on peut avoir par exemple des sentiments de désespoir profond, de vide, de tristesse aussi peut-être, de peur de l'abandon. D'ailleurs, la personne va faire des efforts souvent effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. On vous invite, nous, à en parler évidemment et on aimerait bien aussi vous dire que le rétablissement en santé mentale est possible, donc de ne pas perdre espoir par rapport à ça. Salut Pierre. Salut. Tu vas bien? Ça va bien toi? Merci, ça va. On est ici pour parler du trouble de la personnalité borderline. Toi, tu as reçu récemment un diagnostic. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se manifeste chez toi au niveau peut-être des pensées et physiquement aussi potentiellement? Alors en fait, chez moi, ça se manifeste par des changements d'humeur et d'émotions assez forts dans la journée. Donc je peux être passé d'un état très en souffrance, très triste, profondément désespéré, à un état euphorique. Et ça plusieurs fois par jour, suivant des éléments contextuels ou même juste tout seul dans mon coin. Et puis ça arrive aussi que des fois j'ai des périodes de vide complète où je suis juste incapable de penser, de faire quoi que ce soit, juste je suis dans un vide profond. À cause de tous ces changements d'humeur, à cause de tous ces vides, etc., ça crée une fatigue très forte. J'ai des périodes d'épuisement très importantes où je suis juste incapable de bouger, de me lever, de faire quoi que ce soit parce que je suis juste épuisé par mes émotions. C'est très très difficile à contrôler. J'ai pas de stade intermédiaire réellement entre mes émotions négatives et mes émotions positives. C'est-à-dire que je passe d'un état vraiment très 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 désespéré à un état très bien en quelques secondes, minutes. Au niveau physique, ça crée donc des problèmes de fatigue, ça crée des problèmes d'estomac, ça crée des problèmes de perte de cheveux, ça crée des problèmes de concentration, ça crée énormément de soucis annexes qui sont vraiment déclenchés au moindre petit événement dans ma journée, négatif comme positif, qui va me faire partir vers le haut ou vers le bas, sans que je puisse avoir ces petits états intermédiaires de normalité, entre guillemets. D'accord, ouais, pas d'état intermédiaire. Et du coup, puisque tu n'as pas ces états intermédiaires, est-ce que tu arrives quand même, malgré ces fluctuations d'humeur, à essayer de conserver un état un petit peu de stabilité avec des techniques peut-être de respiration ou autre? Alors ça n'a pas super bien marché pour moi. Je suis un petit peu constamment divisé, donc il y a la partie un peu raisonnée de ma personne qui essaie de contrôler au maximum la partie plus émotionnelle. Et suivant le contexte et suivant les petits événements qui vont arriver dans la journée, ma partie raisonnée va avoir beaucoup plus de mal à contrôler les émotions et je vais partir très vite très haut ou très vite très bas. Ce qui m'a aidé pour moi principalement, c'est me forcer à parler avec des amis, me forcer à rencontrer des gens, à faire des choses, essayer d'être actif le maximum, histoire de ne pas laisser mes pensées et mes émotions prendre le dessus sur ma raison et sur mon contrôle de soi. Après, j'essaie de me passionner pour des choses. Alors, j'ai une passion pour la guitare, j'ai une passion pour le cinéma, mais c'est compliqué de rester concentré suffisamment longtemps et être suffisamment investi dans ces passions-là parce que mon esprit est constamment dans une sorte de travail constant émotionnel et du coup, peu importe ce que je fais, je finis toujours par retomber dans ces émotions extrêmes et me lasser des passions que j'ai ou du travail que je suis en train de faire. Donc c'est comme un mode de vie un peu en noir ou en blanc. Il n'y a pas de nuance de gris. Aucune, non. Aucune, ok. Ce changement d'émotion fort, ça provoque aussi, forcément, vu que quand je vais très très bas, je suis complètement désespéré, ça provoque des idées suicidaires assez importantes. Même si je ne suis pas foncièrement en danger quand ça arrive, parce que je commence à avoir l'habitude de ces idées-là. C'est quelque chose avec lequel je vis depuis quelques années maintenant. Mais elles sont quand même présentes et du coup plusieurs fois par jour je deviens suicidaire même si c'est sous contrôle et c'est difficile d'en parler parce que si je parle à quelqu'un et je lui dis ah excuse-moi maintenant je suis suicidaire, forcément quelqu'un qui n'a pas l'habitude des gens avec des problèmes mentaux ou des maladies va peut-être paniquer, va peut-être pas savoir comment réagir. Suivant la personne et son affect pour moi, ça peut aussi l'affecter énormément. Ça peut lui faire peur, ça peut la blesser même peut-être. Et du coup, j'essaie de faire attention et de garder ces pensées-là et mes problèmes émotionnels pour moi, essayer de les garder à l'intérieur le plus possible pour éviter de blesser mon entourage. Ce qui, du coup, protège l'entourage, mais n'est pas forcément bien pour moi non plus.
Et c'est là que la thérapie a été super importante pour moi parce que ça m'a permis de faire sortir un peu tout ce surplus d'émotions sur quelqu'un, vers quelqu'un, et du coup de m'aider moi-même. Il y a une métaphore que j'aime bien pour décrire le trouble de la personnalité borderline, c'est d'être toujours au bord d'une falaise ou sur un fil tendu au-dessus du vide. On est un peu en équilibre constamment, et le moindre petit coup de vent, le moindre petit désagrément fait qu'on tombe tout de suite au fond de la falaise. Et du coup, parler avec un psychologue et être en thérapie, ça m'a permis de beaucoup plus me stabiliser, de faire attention à ne pas mettre le poids de mes émotions sur quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a aussi un symptôme très très important qui est ce que j'appelle moi le syndrome de la personne favorite. C'est en fait une personne à partir de qui tout notre bonheur dépend. Et du coup, sans cette personne-là, sans une communication avec cette personne, sans un message, sans quoi que ce soit, et ben, on tombe tout de suite dans les aspects plus sombres de nos pensées. C'est ce qui m'a en fait découvrir mes symptômes, c'est que j'avais ce problème de personne favorite où tout mon entourage ne suffisait plus à me rendre heureux ou même me soulager de ma douleur relativement permanente. J'avais plus qu'une personne qui, juste en m'écrivant ou parlant avec moi, suffisait à soulager ma peine. Mais du coup, j'avais une dépendance pour cette personne, c'est-à-dire que sans elle, j'étais incapable même de me sortir du vide profond dans lequel j'étais, incapable de soulager les souffrances. Le problème, c'est que du coup, on met le poids de notre vie et de notre capacité même à survivre sur une seule et même personne, ce qui est hyper difficile pour moi comme pour la personne. Et du coup, la thérapie m'a permis de rediriger un petit peu ce surplus vers un professionnel de santé qui a pu mieux m'aider qu'effectivement une personne. D'accord. Du coup, est-ce que c'est comme tu dis, ce syndrome de la personne favorite qui t'a amené à te dire que peut-être qu'il y avait plus que juste j'aime beaucoup cette personne et peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu plus, qui tend plus vers la maladie ou autre chose, quelque chose qui te semblait pas être présent chez les autres personnes, mais qui était présente chez toi et qui te faisait te dire que peut-être qu'il y avait un problème? Oui, clairement, parce que c'est comme ça que j'ai fini par me rendre compte que j'avais un souci, c'est que mon contexte de vie n'était pas forcément évident, mais n'était pas excessif non plus. Mais j'avais une souffrance telle et tellement constante que tout d'un coup, je rencontrais une personne avec qui cette souffrance disparaissait complètement. Le moindre petite rupture de contact de cette personne-là va créer une peur et une anxiété de retomber dans toute la souffrance qu'on a l'habitude de vivre. J'ai réalisé que c'était pas normal parce que j'ai d'abord été en quelque sorte de l'autre côté du miroir en étant un peu cette personne vers qui quelqu'un se tournait, d'une personne borderline du coup, qui dépendait en quelque sorte de ma capacité à la soutenir. Quand j'ai réalisé que finalement c'était le cas pour moi aussi, ça a fait comme un déclic en me disant « Ah mais oui, en fait, c'est ça qui se passe dans ma tête ». La rupture de contact de ma personne favorite, entre guillemets, m'a mis dans un tel état de désespoir et de souffrance que j'étais plus capable de marcher, j'étais plus capable de me lever, plus capable de manger, de dormir. J'ai commencé à me scarifier aussi parce que c'était la seule chose qui me permettait de sortir de cet état de désespoir profond et de souffrance profonde. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était pas normal et que je devais absolument voir un spécialiste parce que sinon j'allais pas tenir la semaine, quoi. Est-ce que c'était un moment de vide où tu ressentais une souffrance et du coup se scarifier, ça permettait vraiment d'extérioriser cette souffrance? En quelque sorte, c'était surtout, en fait, il faut imaginer une sorte dans les crises borderline, ce que j'appelle les crises, c'est-à-dire dans les pics de souffrance vraiment extrêmes. Donc quand il y a des crises comme ça très très fortes où vous devenez suicidaire parce que la souffrance est juste insupportable, la souffrance physique permet de percer un peu cette bulle où on n'est presque plus en contrôle de soi, où on est complètement submergé par toutes les émotions, et ça permet de recentrer nos pensées et nos capacités cognitives sur quelque chose qui nous permet vraiment de percer. En fait, l'image, c'est percer une bulle et qui permet un peu de reprendre ses esprits, de retomber sur Terre et de regagner conscience en quelque sorte pendant quelques minutes au moins. D'accord. Donc c'est comme si tu sortais de ta tête un petit peu pour réintégrer ton corps et qu'il y avait moins ces pensées qui te faisaient souffrir à ce moment-là, c'est ça? Exact, oui, c'est ça. Okay. Est-ce que ces crises, c'est encore quelque chose que tu connais régulièrement maintenant, ces grosses crises? Alors c'est beaucoup moins fréquent. J'ai quand même des périodes
où je suis très bas dans la journée, ça c'est toujours le cas, mais des crises vraiment réelles où je suis complètement suicidaire et submergé par mes émotions sont devenues beaucoup plus rares. Euh, Grâce à la thérapie, je pense, et aussi à la médication. Je suis sous antidépresseur depuis plus d'1 an maintenant, et ça me permet d'adoucir un peu les hauts et les bas, de faire un peu des coussins et de me permettre de stabiliser un petit peu mon état. Euh, voilà. Et du coup, dans ces moments-là, même si maintenant tu as des crises qui sont un peu plus mineures, on va dire, tu fais quoi dans ces moments-là? Le problème, c'est que lors de ces crises, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Donc en général, ce que je fais, c'est juste que je me couche chez moi et je reste enfermé et j'essaye au maximum de ne pas de gérer mes émotions comme je peux. Ça m'arrive quand c'est vraiment très fort d'appeler ma psychiatre pour fixer un rendez-vous. Le fait d'avoir un rendez-vous plus proche aide déjà. Exercer des passions, ça m'aide aussi pas mal. Je peux faire de la guitare de manière presque névrotique pendant 3 heures, juste à essayer de faire de la musique et propulser toutes mes émotions dans l'instrument que je suis en train de jouer. Mais oui, la plupart du temps, tout ce que je fais, c'est que j'essaie de dormir ou d'attendre que ça passe le plus possible parce que de toute façon, je suis incapable de faire vraiment autre chose. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais partager un message avec les personnes qui nous regardent sur ce que tu vis, sur ce que tu as pu aussi vivre par le passé? Déjà, pour ceux qui souffrent d'un trouble de la personnalité borderline, même si ça peut sembler hyper compliqué, et je sais à quel point c'est compliqué à concevoir, il y a une forme d'espoir d'amélioration. Je le sais parce qu'il y a 2 ans, j'étais dans un état vraiment lamentable. J'étais suicidaire, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Mais je m'en suis sorti et je suis là aujourd'hui et je le regrette pas. Donc il y a un espoir à avoir. Ce que je peux conseiller, c'est vraiment donner de la chance à vos amis de vous soulager, à vos familles de vous contacter, d'être près de vous quand vous avez des crises, quand vous avez des soucis. C'est vraiment ce qui, même si ça vous semble dérisoire sur le moment, sur la longue, ça aide. C'est pas désespéré, quoi. Il y a moyen d'améliorer, de gagner en contrôle. Et aujourd'hui, je suis en stage, je vais bientôt finir mes études, même si ça a pris 8 ans. J'ai quand même fini par y arriver grâce aux aménagements. J'ai fait beaucoup d'associations où j'ai même eu des postes à responsabilité. Il y a la possibilité de vivre malgré ce trouble. Être borderline, c'est aussi être hypersensible à l'art, à la musique, aux gens, avoir énormément d'empathie. Donc il n'y a pas que des aspects négatifs. Et une fois passé tout cet aspect horrible de souffrance extrêmement profonde, il y a moyen d'avoir une vie relativement normale, en tout cas. Ok, merci. Merci du message que tu nous as fait passer. Merci.